Classe de Dakar a ordonné sa réintégration immédiate dans les listes électorales. Le même juge a anéanti l'état de contumace dans lequel il se trouvait et l'on sait, même s'il y a un recours de l'État, au titre de la loi organique sur la Cour suprême et même de l'article L74 alinéa 4 du Code électoral, que le recours ne serait pas suspensif. Et donc à partir de là, M. Ousmane Sonko garde intact ses droits civils et politiques et peut librement candidater. Et donc, à ce titre-là, il peut candidater. Et d'autre part, il peut candidater aussi parce que, quand bien même l'administration électorale refuse d'appliquer une décision de justice, ce qui est quand même inédit dans un état de droit, inédit dans un état de justice, et complètement en violation de la loi. Donc, même si l'administration électorale refuse de lui donner ses fiches de parrainage, il est arrivé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le Conseil rappelle que, en cas de manquement à une pièce ou des pièces du dossier, il faut chercher l'imputabilité du manquement. Si le manquement est imputable à l'administration, alors dans ce cas-là, M. Ousmane Sonko ne peut pas souffrir d'un manquement qui relève de l'administration. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que la loi ne dit pas que tout dossier incomplet doit être rejeté d'office par le Conseil constitutionnel? Non, l'incomplétude. Le fait que le dossier soit incomplet, il faut rechercher pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle le dossier n'est pas incomplet? Et permettez-moi de vous citer deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel par le passé. Dans une décision du 15 novembre 1998, le Conseil constitutionnel du Sénégal a accepté un dossier incomplet parce qu'il a estimé que l'incomplétude relevait de la faute de l'administration. C'était, en l'occurrence, pour des élections législatives, un problème de cautionnement. Et plus récemment encore, le 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Et dans cette décision, on peut lire en filigrane que des exploits d'huissier peuvent valablement compléter un dossier si une autorité administrative compétente est saisie. Politique toujours, revenons sur la sortie récente de Mbaye Niang contre la candidature d'Amadou Ba. Le secrétaire général national chargé de l'organisation de l'APR, Farba Ngom, réagit pour tendre la main au ministre du Tourisme en tournée de mobilisation pour galvaniser les populations autour de la candidature d'Amadou Ba. Il estime que la victoire au premier tour, pour cela, en tout cas, il faut une union de toutes les forces. Matam Ali Bandelnian. Déchiré par des guerres de positionnement des responsables depuis les dernières législatives, le coordinateur départemental de l'APR a un sapeur-pompier à Matam. Suite à l'investiture du candidat de Benno Bokk Yakaar, Farba Ngom est venu vendre Amadou Ba à travers cette tournée dans toutes les communes du département. À Ourossogui, où Moussa Bokar Thiam a réussi une démonstration de force lors de son meeting, Farba Ngom, le secrétaire général national en charge de la mobilisation de l'APR, réagit sur la dernière sortie du ministre Mbaye Niang. Mbaye, c'est un responsable national du parti. On ne peut pas quand même parler de l'engagement qu'il a envers le président de l'APR. Donc il fait partie des responsables qui étaient là dès le départ. En tant que jeune frère et ami, ce que je lui conseille, il est dans le gouvernement du président qui dirige M. le Prince Amadou Ba. Le candidat a été bel et bien choisi par Benno. Et encore, dans l'APR, on l'a investi. Qu'il vient, on travaille main dans la main pour faire gagner le candidat de Benno et le candidat du président Macky Sall. On a été hier à Ogo. Aujourd'hui, quand même, ce n'est pas une surprise que Moussa puisse mobiliser ces jeunes, ces braves dames dans la commune de Ourossogui. Ça, c'est important quand même. Et je conseille aux responsables qu'on continue quand même ce combat politique avant l'arrivée du président dans sa belle région, dans son fief du département de Matam. Taire les querelles et se remobiliser autour de la candidature de Amadou Ba, Farba Ngom sillonne ainsi les villages et communes du Fouta. En vue de la visite annoncée du président Macky Sall en début janvier, les responsables de l'APR tentent de galvaniser les troupes. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM, partout, tout le temps. Dans l'actualité sociale, d'abord cette pénurie de riz à Kaolack, une situation constatée il y a une semaine selon les commerçants qui déplorent le manque de cette denrée et surtout la cherté du prix au kilogramme. Les autorités étatiques sont invitées à réagir face à ce problème qui risque de se généraliser. Reportage Fatoumbo. Pas l'ombre d'un sac de riz dans la boutique de Omar Boun Khattab Dia située au marché central de Kaolack. Ici, le constat est amer. Le commerçant déplore cette situation qui commence à perdurer. La pénurie est très difficile. Maintenant, les grossistes ne veulent pas vendre leur riz ou ils n'ont pas de riz. C'est ça ce qui prévaut dans le marché. En plus de la rareté, le prix du sac
sac et même du kilogramme a connu une hausse exorbitante, souligne El Haj, un autre commerçant. S'il y a pénurie, donc il y a forcément hausse des prix. Vous voyez, c'est vraiment préoccupant. Et pourtant, certaines ménagères ne sont pas au courant de cette pénurie sur le marché depuis quelques jours. Face à cette situation jugée alarmante, les commerçants interpellent l'État sur les taxes sur cette denrée et lui demandent aussi d'effectuer des contrôles chez les grossistes. Fatumbo Kaulak, Radio Futur Média. Le chef du service régional du commerce de Kaolack explique cette situation par des problèmes de distribution du riz importé d'Inde, mais il souligne que des dispositions sont prises pour régler le problème dans les meilleurs délais. Écoutons Adama Mohamed Mbaye au téléphone avec El Haj Ndiogo Diène. Il y a une perturbation sur la distribution du riz et qui concerne la variété importée indienne. L'Inde est un partenaire économique donc de l'État du Sénégal qui fait de la régulation interne en suspendant parfois ses exportations vers certains pays, dont le Sénégal. Donc la quantité importée ayant considérablement baissé, cela a un impact sur la distribution. Mais ça concerne uniquement le riz indien. Maintenant les autres variétés de riz, telles que le riz pakistanais, le riz local, donc produit au Sénégal, ainsi que le riz américain, donc sont sur le marché. La zone la plus concernée pour la région de Kaolack, c'est le département de Nioro. Donc c'est une zone où les grossistes donc s'approvisionnent au niveau de Kaolack même. Donc nous avons les mesures suivantes seront prises donc d'emblée. Donc faire de sorte qu'il y ait une relation commerciale entre les grossistes donc de Nioro et ceux de Kaolack. Ce qui fait que d'ici quelques heures, Inch'Allah, donc des camions seront amenés là-bas pour régler le problème provisoirement. Mais il y a également un autre problème qui explique cette situation et c'est le fait qu'il y a quelques semaines de cela, donc des quantités très fortes de riz donc, qui ont été achetées vers ces zones-là. Nous avons constaté que pour les zones frontalières, donc à d'autres pays comme la Gambie, nous avons constaté qu'il y a un flux donc, de produits donc, du Sénégal vers ces pays-là. Ça concerne donc, le riz, mais ça concerne également le gaz butane. Donc de plus en plus, les zones qui ont des frontières avec le Sénégal, donc pour ces zones-là, on a constaté que des commerçants sénégalais commencent à exporter des produits vers ces zones-là. Donc ça, c'est un problème qui est là, bon, que nous essayons de corriger. Mais dans l'immédiat, l'idéal serait donc d'approvisionner donc cette zone-là à partir de Kaolack. Et des mesures ont été prises et d'ici quelques heures, ce problème-là sera réglé. Restons dans la région avec le démarrage des travaux de l'axe Touba-Sanokho-Kossi-Darumbitei dans la commune de Ndiafat. Une vieille doléance des habitants, selon la mairesse Aïssatou Ndiaye, qui parle de désenclavement de plusieurs villages qui étaient impactés par des routes non goudronnées. Elle a également procédé à la pose de la première pierre du stade municipal multifonctionnel. Le coût total des travaux est estimé à 366 millions de francs CFA. Aïssatou Ndiaye, mairesse de Ndiafat, au micro de Fatumbo. Aujourd'hui, nous avons consacré cette journée à la fête du sport. Je pense qu'on a commencé les démarches depuis 2 ans. Mais grâce à Dieu, cette année, nous avons lancé le projet. Les contrats ont été signés. L'entrepreneur est venu aujourd'hui pour s'installer, pour qu'on démarre les travaux de la piste Touba Sanokho Kossi Darumbitei. Et ce que nous souhaitons, c'est goudronner cette piste. Oui, désenclavement de beaucoup de villages. Non seulement la commune de Ndiafat, mais la commune de Kersossi aussi, avec le village comme Daban. Il y a d'autres villages aussi traversés normalement par cette piste. Donc cette piste va débloquer au minimum 3 communes. La commune de Ndiafat, la commune de Kersossi et la commune de Ndiédiène. On est en train d'œuvrer pour le développement économique de cette localité. Et on ne peut pas œuvrer pour le développement économique de cette localité sans œuvrer aussi dans le monde du sport. C'est pourquoi on a posé cette première pierre. Nous avons accompagné tous les ASC vers la pose de la première pierre de l'estade municipal multifonctionnel de la commune de Ndiafat pour un coût de 366 millions, dont 62 millions financés par la commune et 274 millions financés par les salins du Sine Saloum. Encourager aussi l'équipe de l'ASC Kéléfa qui n'a pas démérité. Donc félicitations à l'ASC Mélodie. C'est sa première participation en Coupe du Maire et sa première victoire aussi aujourd'hui. Chaque année, débloquons 65 jeux de maillots équipés, toutes les 65 équipes de Ndiafat dans les 75 villages. Venons-en maintenant à l'alerte lancée par les maraîchers de Lendeng, zone agricole dans la commune de Rufisque-Est. Selon eux, des promoteurs véreux veulent mettre la main sur leur périmètre agricole. Ils exigent l'application de la décision du chef de l'État qui fait de Lendeng une zone non aedificandi. Les maraîchers de Lendeng produisent chaque année plus de 1000 tonnes d'oignons et plus de 1000 tonnes de carottes. Ils font un chiffre d'affaires très significatif. Les maraîchers de Lendeng ont organisé une journée de prière à Rufisque. Abdou Diouf Diagne.
Une journée de prière pour la préservation des terres de Lendeng. Les maraîchers de cette zone agricole, coincés entre la cimenterie Sokosim et l'autoroute à péage, ne cachent pas leur inquiétude. Lendeng continue d'être la convoitise des prédateurs fonciers. Pape Konaté est le président du collectif pour le développement de Colobane-Guy-Mourite. Aujourd'hui, on est confronté tout le temps à des problèmes de prédateurs fonciers parce que voilà, c'est comme ça que ça marche au Sénégal. Mais aujourd'hui, Lendeng, vu son importance capitale qu'il joue dans le périmètre de Guy-Mourite, mais Rufisque en général, c'est un poumon vert. Donc les populations ne peuvent pas accepter aujourd'hui que ces terres disparaissent. Au contraire, on fait des journées de prière pour faire en sorte que ces terres se développent un peu plus. Seule l'application de la circulaire du chef de l'État, érigeant Lendeng zone non édificandi, pourrait régler définitivement ce problème, selon le coordonnateur de Sicodev Afrique, Amadou Kanouté. Ce serait une hérésie si jamais nous commettions l'erreur d'éradiquer Lendeng. La seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est l'effectivité de la décision du chef de l'État de faire de Lendeng une zone non édificante. Il faut que ça devienne une réalité. Le calife de Babylore, les imams et délégués de quartier de Colobane-Guy-Mourite ont pris part à cette journée de prière. Il faut rappeler que les maraîchers de Lendeng avaient reçu du matériel agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. À présent, notre reportage du jour. Les femmes sénégalaises ont tendance à utiliser l'encens, communément appelé tchouraï en wolof. Son utilisation est beaucoup plus forte en cette période de froid, mais il y a une manière de l'utiliser, sinon il devient nuisible à la santé, surtout avec les mélanges de tchouraï qui sont de plus en plus complexes. Reportage Khoudjadja. Avec le froid qui s'installe, les encens sont plus que jamais utilisés dans les ménages. Ils peuvent être nuisibles à la santé. Trouvez en pleine discussion sur le sujet. Ce quinquagénaire, souhaitant garder l'anonymat, revient sur ce qu'il pense être la cause. Si tu vois que beaucoup disent que les encens sont nuisibles à la santé, c'est parce qu'ils sont mélangés à des produits chimiques. Tout dépend de la manière dont on l'utilise selon Awa. La manière dont nous l'utilisons aujourd'hui n'est pas bonne. La fumée est nuisible. C'est préférable d'utiliser les diffuseurs. Mais si vous optez pour l'encensoir, mettez l'encens sur du papier aluminium et posez-le sur le centre chaud. La fumée n'est pas du tout bonne et surtout pour les asthmatiques. Selon notre premier interlocuteur, les ancêtres utilisaient les encens comme aphrodisiaques. Au temps de nos ancêtres, il n'y avait que le digya et le goé. Le goé était trempé dans l'eau, ils en faisaient leur boisson. C'était bien pour les yeux. Le soir, goé et digya faisaient office d'encens. C'était un aphrodisiaque naturel. Le vieux donne le secret à la jeune génération. Digya et goé, il n'y a pas meilleur, surtout quand c'est utilisé après la pluie, il n'y a rien de tel. L'utilisation de l'encens diffère d'une personne à une autre ou des générations. Mais quoi qu'il en soit, nos interlocuteurs s'accordent sur le fait que la fumée qu'il dégage peut être nuisible pour la santé. Avant de boucler la première partie de cette édition, toutes nos excuses pour la liaison avec le Conseil constitutionnel. Nous espérons retrouver notre reporter sur place, Koumba Sandiane Faye, dans nos toutes prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Nafissatou Silla, bonjour. Bonjour Souleymane. On commence avec la Guinée. Le chef de l'État au chevet des blessés de l'explosion du terminal pétrolier. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu ce 25 décembre dans les deux principaux hôpitaux de la capitale Conakry pour rendre effectivement visite aux blessés lors de l'incendie du principal dépôt de carburant il y a plus d'une semaine. Le chef de l'État guinéen était accompagné de quelques membres de son gouvernement. Mamadi Doumbouya s'est d'abord rendu sur le site de l'explosion pour constater l'ampleur des dégâts avant d'aller serrer la main des blessés au centre hospitalier de Donka et Ignace Dine à Conakry, Suleiman. Nigeria, au moins 160 morts dans de violentes attaques dans l'état du plateau dans le centre du Nigeria. Un bilan qui s'alourdit après des violences perpétrées ce week-end dans l'état du plateau au Nigeria, précisément dans ces trois circonscriptions, Mangu, Bokos et Barking Ladi. Les autorités locales de cet état du centre du pays soutiennent que le bilan peut aller au-delà de 160 victimes. Les détails avec Oumou Kalsoumli.
Les premières violences ont été signalées samedi soir et se sont poursuivies dimanche et encore ce lundi. Des attaques perpétrées par des hommes armés contre des communautés rurales, selon Amnesty International Nigeria. L'organisation dénonce l'incapacité des autorités fédérales à protéger la population. Au niveau local, d'après le président du conseil gouvernemental de Bokos, les assaillants sont des membres de bandes criminelles appelées au Nigeria bandits. Ils ont attaqué plus de 20 villages entre samedi soir et lundi matin dans sa circonscription, selon Mondé-Kassa. Des attaques coordonnées, dit-il, qui ont fait au moins 160 morts, mais aussi plus de 300 blessés transférés vers des hôpitaux à Bokos, à la capitale de l'État du plateau, qui se trouve au nord des circonscriptions meurtries. Amnesty demande au président Bola Ahmed Tinubu une enquête impartiale et efficace pour comprendre ce qui a motivé ces attaques dans un État endeuillé à plusieurs reprises par le passé par des violences meurtrières entre communautés chrétiennes et musulmanes ou entre éleveurs et agriculteurs. Bénédiction de couples homosexuels, des archevêques africains montent au créneau. L'annonce de l'autorisation de la bénédiction des couples homosexuels par le pape suscite toujours la polémique et on note de nombreuses réactions, notamment des archevêques du Congo-Brazza, du Togo et du Cameroun qui contestent la décision du pape François, pape Ibrahima Ndiaye. Les pasteurs au Congo-Brazzaville restent strictement attachés à l'union d'un homme et d'une femme, confirmée par la doctrine de l'Église. La réaction de l'archevêque du Congo ne s'est pas fait attendre. Il a décidé de réagir le plus tôt possible après la sortie du pape. Selon eux, se conformer à la parole divine reste leur option. Ce n'est pas facultatif, mais un devoir moral et une norme de vie au quotidien. Même son de cloche au Malawi, au Togo et au Cameroun, les évêques ont rappelé l'interdiction formelle de toute bénédiction de couple homosexuel dans l'église du Cameroun. Quant aux évêques du Malawi, ils souhaitent éviter une confusion parmi les fidèles. Malgré toutes ces vagues de contestation en Côte d'Ivoire, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Koutoua, conseille l'abstention à la communauté des fidèles. Les pasteurs au Congo-Brazzaville restent strictement attachés à l'union d'un homme et d'une femme, confirmée par la doctrine de l'église. La réaction de l'archevêque du Congo ne s'est pas fait attendre. Il a décidé de réagir le plus tôt possible après la sortie du pape. Selon eux, se conformer à la parole divine reste leur option. Ce n'est pas facultatif, mais un devoir moral et une norme de vie au quotidien. Même son de cloche au Malawi, au Togo et au Cameroun, les évêques ont rappelé l'interdiction formelle de toute bénédiction de couple homosexuel dans l'église du Cameroun. Et puis Souleymane, un tour au Moyen-Orient où l'armée israélienne poursuit ce mardi 26 décembre ses combats à Gaza après avoir annoncé lundi l'intensification de son offensive visant à détruire le Hamas. Le premier ministre d'Israël, pour sa part Benjamin Netanyahou, affirme que la paix ne sera obtenue que si l'enclave est démilitarisée et déradicalisée. Et au même moment, Souleymane, le programme alimentaire mondial annonce un risque de famine dans l'enclave, risque confirmé par l'Organisation mondiale de la santé qui vient d'envoyer une nouvelle équipe à Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, aujourd'hui même. Merci Nafissatou Silla. S'exprimer en français le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, donc qui a parlé ce matin avec Sodecham de ces 3 matchs amicaux qui avaient opposé le Sénégal à l'Iran. Le sélectionneur souhaite également avoir 2 autres matchs pour mieux peaufiner sa stratégie en vue de la prochaine Coupe du Monde de beach soccer prévue du 15 au 25 février à Dubaï. Mamoudou Diallo, que nous allons écouter. C'était important pour nous de jouer une équipe comme Iran, une équipe classe mondiale. Je pense que Iran, on a joué avec Iran beaucoup de matchs. Le Sénégal a perdu. Depuis 2011, on n'a pas gagné l'Iran. Mais le tournoi qu'on a fait là-bas, on a gagné les 3 matchs, non seulement avec la manière, avec technique et avec tactique. Comme ce qu'on dit, il y a beaucoup de bonnes choses, mais aussi il y a des mauvaises choses aussi. Je ne me focus pas sur les bonnes choses, je me focus plus que les mauvaises choses pour essayer de faire plus que de réplication pour aller devant. Ce que je peux tirer de ce truc, je suis satisfait pour l'instant par rapport aux jeunes, je suis satisfait par l'équipe, leur comportement, leur engagement. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant la Coupe du Monde. Donc cela veut dire que vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs durant ces 3 matchs amicaux? Oui, mais quand ils gagnent toujours, tu es satisfait, mais aussi il y a beaucoup de rectifications à faire. Donc, comme ce que je disais, il y a des choses qui est bien, il y a des choses qui est mauvais. Mais moi, je me focus plus que les choses mauvaises, grâce aux choses bien. J'apprécie ça de féliciter les joueurs, mais je me concentre plus avec mon staff, ce qui est mauvais pour faire plus que de rectifications.
Nous allons donc suivre la préparation de cette équipe nationale du Sénégal, Suleiman. En Angleterre, on joue le Boxing Day. C'est la 19e journée avec cette programmation qui est faite juste après Noël en Angleterre. C'est unique au monde. On joue aujourd'hui à partir de 12h30. Le premier match, Newcastle reçoit l'équipe de Nottingham Forest avec les Sénégalais Niakete et comme le joueur de Rariala, Cheikhou Kouyaté. Sheffield United joue contre Luton, Bournemouth joue contre l'équipe de Fulham, Burnley joue contre Liverpool, Manchester United joue contre Aston Villa. Pour finir avec la lutte avec frappe après le combat Bombardier-Regrec, les amateurs se préparent à vivre un autre combat royal en moins de 2 mois. Modulo va revenir dans l'arène donc le 1er janvier prochain et ce sera toujours face à un lutteur de Pékin. Il va cette fois-ci affronter un autre jeune loup. Il s'agit de Boignan, un combat qui promet un beau spectacle mais également un beau duel entre 2 techniciens Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Présidentielle 2024, plus que quelques heures pour faire acte de candidature au Conseil constitutionnel. Comme sur un air d'avertissement, Vox Populi entonne. Dernier jour pour le dépôt des candidatures. Le Conseil constitutionnel ferme ses portes aujourd'hui à 0h. Mon confrère note que malgré tout, une quarantaine sur les 266 candidats à la candidature seulement ont déposé leur dossier. Ousmane Sonko a fait remettre son dossier sans tambour ni trompette. C'est le jour le plus long pour les retardataires. Rush de dernière minute en vue, prédit le confrère. Libé note que Diomaye et Sonko ont déposé leur dossier et ils ont joint à ce dossier un mémorandum, tout sur la coalition ou les coalitions qui portent les candidatures. Baspi le jour relève pour sa part que Ousmane Sonko a déposé sa candidature sans parrainage et sans caution. Les scénarios qui se profilent à l'horizon, dossier incomplet et rejet, une éventuelle victoire à la Cour suprême, mystère par ailleurs sur le plan B de PASTEF. Pour les candidats, ces lignes d'arrivée croient savoir le quotidien. Le RND s'est retiré de la course. Il dénonce le système de parrainage. Rémi Quotidien souligne que les candidats sont dans l'angoissant rejet. L'observateur rappelle en tout cas que 10 pièces sont exigées pour la validation du dépôt de candidature. Dans le même journal, Mamadou Diop Decroix recommande aux électeurs de ne pas élire un candidat revanchard. Pour l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mamadou Lamine Loum, qu'on retrouve dans les colonnes du journal Le Quotidien, la principale faiblesse du système politique sénégalais, c'est que nous n'avons pas d'offre politique capable de challenger avec les demandes citoyennes. Dans l'espace public, nous avons affaire à des personnels politiques dont le rôle est la conquête et la conservation du pouvoir seulement. Aucun effort sur l'éducation et la formation des militants, des citoyens. Fin de citation. En tout cas, l'Église catholique sénégalaise a profité de Noël pour exhorter les citoyens à la paix et à la concorde. Relève le soleil. Justice, paix, présidentielle libre, transparente et inclusive. Noël pour réconcilier les cœurs et les esprits, bichons du coup Sud Quotidien. Les dernières nouvelles de Ndella Madior Diouf et de la pouponnière Currier Mandé. Ce matin, l'Obs rapporte que 6 bébés sont décédés au sein de cette garderie d'enfants et enterrés clandestinement. C'est Ndella elle-même qui signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé. L'animateur de la radio Saphir FM qui enterrait les enfants placés en garde à vue. Ndella Madior Diouf, son assistant qui gérait les accouchements et 8 autres agents de la pouponnière déférés ce mardi, rapporte de son côté Libé qui pointe les dessous de la descente des enquêteurs à Simal. Le BRT va être inauguré demain, vous le savez, le 27 décembre 2023. L'Obs en a profité ce matin pour effectuer un reportage sur l'infrastructure. Le journal note que vent des 23 stations porte toujours les stigmates des dernières manifestations. Le BRT, le démarrage chahuté, relève du coup le confrère. Qu'en 2023, la dernière ligne droite, les choses sérieuses commencent samedi selon le journal Les Échos. Les Lions du Sénégal en regroupement le 30 décembre prochain. Boulaya Ganagay toujours à l'infirmerie. Namphalis Mendy sur pied, lui, Pape Gueye déjà à Dakar. Un match amical prévu contre le Niger le 8 janvier prochain. Le peuple pour communier avec les Lions du Sénégal ce jour-là, relève Stade Quotidien. Au sujet des blessures, Aliou Cissé doit-il s'inquiéter? Un technicien répond dans le journal Record. Eh bien, il dit cela peut fausser ses plans, mais Aliou doit oser les jeunes selon lui. Bonne nuit à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse.
C'est la fin de cette édition à 12h30. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Oumou Kalsoum Ly, à la mise en onde Alioune Ba. À la production Maktar Samb. Restez avec nous dans un instant. Le troisième volet de la rétrospective 2023, rétrospective sociale avec Awambaye. À l'affiche, ce mois de décembre sur RFM. Ça tourne et action. Un film tourné pendant 12 mois. Des acteurs qui ne se font pas de cadeaux. La bataille ne fait que commencer. La justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour... Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Le suspense continue. Ma décision est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. De cache-cache de hauts responsables qui ne veulent pas avoir en face d'eux les mandataires, les avocats de Ousmane Sonko. Des joies et des peines. Des fronts partout. Le nerf de la guerre. Le budget 2024 devrait atteindre un chiffre record de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Quelques victoires. De l'ensemble de ces objets-là, les rapatrier au Sénégal pour les reverser au niveau du patrimoine. Ce nom n'appartient pas à des héritiers. Le drapeau vert, jaune, rouge, partout. Et le Sénégal, ils ont tout raflé en 2023. La CAN U20, voici la CAN U17. Le film 2023, c'est la rétro sur RFM. Du 24 au 31 décembre, rendez-vous dans RFM Matin, RFM Midi et RFM Soir. Bienvenue dans la rétro-société de 2023.